Bienvenue au cœur de l'été 2025, moment où toute l'équipe de Mediarama fait une pause. On profite donc de cette période estivale pour vous proposer la rediffusion de 2 épisodes qui vous ont particulièrement plu. Cette semaine, l'épisode où je reçois Frédéric Gargaud, directeur du numérique de l'Humanité, qui vient nous raconter sans langue de bois la transformation du titre, les succès, le chemin parcouru, mais également tout le chemin qu'il reste à faire. Un épisode, comme je le disais, qui vous a plu, riche en enseignements, que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Gargaud, directeur du numérique de l'Humanité. Frédéric, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour François et merci beaucoup de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Eh bien écoute, merci à toi. Comme ça faisait un moment qu'on parlait de faire cet épisode-là, parler de l'humanité, un peu de la transformation numérique qu'a subi l'humanité ces dernières années avec des résultats a priori impressionnant, tu nous en diras un petit peu plus dans l'épisode. Avant de démarrer cet épisode, je fais quand même un petit disclaimer, c'est Cosa Vostra qui vous a accompagné notamment sur la refonte de l'écosystème digital. Donc voilà, je préférais quand même le dire un peu en amont. L'idée, c'est pas de parler de Cosa Vostra, bien de parler de l'humanité. Mais voilà, donc c'est un dossier qu'on connaît bien, dont on est très fier à l'agence. C'est un dossier qu'on met souvent en avant parce que d'un point de vue chantier, on vous a accompagné très tôt, on continue de travailler ensemble, c'est une belle réussite. Puis l'humanité, c'est une belle marque, c'est des belles valeurs. Donc c'est quelque chose dont on est très fier. Donc les grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, évidemment, la refonte du site, qui était un peu la base, mais aussi, si on creuse un peu, la transformation des process rédactionnels, des nouveaux formats éditoriaux, notamment la vidéo, qui est quelque chose de très important à l'humanité, la monétisation, l'impact un peu qu'a eu tout ce projet sur l'humanité. Donc bref, un programme riche, parce que votre actualité aussi a été riche ces derniers mois. Avant en l'occurrence, avant de démarrer ça, je veux bien que tu parles de toi, ton parcours, comment tu en es arrivé à l'humanité. Parce que tu n'as pas toujours été dans les médias. Non, en effet, mon parcours il a commencé dans une agence digitale, figure-toi. Donc, d'accord. Voilà, c'était pas Cosa Vostra. Cosa Vostra n'existait pas encore à l'époque. Non, probablement. Donc voilà, mais en 2000, j'étais consultant en stratégie digitale. Donc voilà. Donc il se trouve que j'y suis revenu très très longtemps après, mais à ce moment-là, j'ai bifurqué. En fait, j'avais envie de devenir journaliste, donc j'ai changé de voie très rapidement à l'issue de mes études. J'ai fait une école de journalisme. T'as repris tes études. Ouais, j'ai repris mes études. Ouais, effectivement. Et donc voilà, je suis devenu journaliste. J'ai été pigiste dans plusieurs rédactions jusqu'à ce que j'arrive effectivement à l'Humanité en 2006. Et là, j'ai été journaliste dans plusieurs rubriques. J'ai été éditeur. Donc voilà, le métier d'éditeur, c'est de faire tout ce qui est titrail. Et puis voilà, je suis passé à l'IB, effectivement, 2 ans en 2012, je crois, 2012-2013. Comme chef d'édition. Et puis, je suis revenu à l'UMA pour m'occuper dans un premier temps des hors-séries. Et puis, en 2015, pour relancer un titre jeunesse qui s'appelle Pif Gadget. Je crois que pas mal de monde le connaît. Oui, ça vous appartient plus, si ça vous appartient encore. Enfin, je sais que ça a été repris par un homme politique, je ne sais plus qui. Oui, alors en fait, l'IP nous appartient toujours. Donc, on touche effectivement des royalties sur l'utilisation de la marque par quelqu'un, effectivement, qui l'exploite. Aujourd'hui, voilà, sous une forme qui n'est pas tout à fait celle que j'avais choisie au départ. Oui, voilà. J'imagine. Tu maîtrises plus en tout cas ce qu'ils font ça. Et à quel moment tu as arrêté d'être journaliste pour devenir directeur du numérique? Alors déjà, le lancement de PIF, c'est vraiment un projet intrapreneurial. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est mon premier heure avec la culture d'humanité. C'est quand je leur ai dit que j'avais trouvé des financements auprès d'un startup studio. Là, c'est sur le projet Pif Gadget, parce qu'on avait un projet effectivement en réalité augmentée, où on mêlait le papier et le support et le digital. Donc voilà. Et puis, donc, le tribunal de commerce, effectivement, en 2019, met fin à cette aventure Pif Gadget. Oui, parce que là, tu parles du tribunal, parce qu'effectivement, on va en parler, mais il y a eu quelques remous, et donc, t'es en quelle année la cessation de paiement et puis le plan de continuation? C'est 2019. C'est 2019. Ouais. Okay. Donc voilà, février 2019, on se retrouve devant le tribunal de commerce. Et quelques mois après, je prends la direction du digital. Là, j'ai pour mission de commencer à concevoir effectivement ce que peut être le développement numérique du journal, ce qui nous amènera, et on en reparlera sans doute, à faire une demande de subvention auprès du FSDP. Donc voilà, mais c'est vrai que peut-être pour revenir sur
pour comprendre un peu pourquoi il y a cette nécessité, à un moment donné, qui est apparu un petit peu le contexte qui nous a amené à faire cette transformation en profondeur. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est vraiment une transformation complète du business model de l'humanité. C'est ça qu'on a voulu engager. C'est qu'en mai 2022, quand je prends le scope digital, on a... Alors, je reprends les chiffres, c'est 6 000 abonnés numériques à ce moment-là. On a 2 000 abonnés print plus numérique et 28 000 abonnés uniquement sur le print, soit 36 000 abonnés en tout. Ce qui est pas beaucoup à cette période pour un quotidien. Ce qui n'est pas beaucoup, effectivement. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'on gagne très peu d'abonnés numériques. Et pourtant, on a passé la période 2020-2021 où beaucoup d'éditeurs ont pu profiter d'un regain lié au Covid. Mais nous, on n'était pas du tout armés parce que, faute d'investissement stratégique avant, oui, si t'as pas les bons outils, recueillir exactement les bénéfices de cette période. Et de surcroît, on a un churn important sur le numérique, alors qu'on ne gagne pas beaucoup d'abonnés. Bon, bref, c'est assez cata. On perd beaucoup d'abonnés sur le print, en revanche, et on a une marque vieillissante qui s'adresse essentiellement via le papier à des lecteurs de plus de 70 ans. Et encore, quand tu as 70 ans, on va dire que je suis... Ouais, t'es conservateur. je suis voilà, être un peu en dessous. C'est pas pour critiquer, parce que Patrick Le-Héric a fait plein de belles choses, mais il croyait pas trop dans le numérique. Non, c'était effectivement... Tu vois, je l'ai vu des dîners de la presse, etc., parce que pour lui, c'était l'équation économique ne tenait pas, et il martelait en permanence qu'il y croyait pas tant qu'il n'y avait pas un peu une espèce de martingale. Ça a freiné, s'il n'y a pas vraiment, comme tu le disais, une impulsion un peu forte, clairement, ça ne pouvait pas marcher. Ouais, effectivement, il n'y a pas eu cette impulsion, il n'y avait pas cette croyance effectivement que le numérique pourrait être le relais de croissance et le point d'appui de la transformation du business model. Donc, forcément, ça s'est pas fait. Mais voilà, c'est pas grave, on l'a fait par la suite. Ouais. Et puis, il faut quand même lui rendre hommage. Il a quand même tenu la barque pendant des années. Pendant près de 20 ans et dans des contextes extrêmement difficiles. Donc, effectivement, en développant des activités à côté et notamment développer la fête de l'humanité fortement, voilà, qui était un sacré défi et qui, on en reparlera, qui est aussi une contribution aux revenus de l'humain important. Majeur, effectivement. Donc voilà. Mais il se trouve effectivement qu'il y a un changement de direction, et donc t'évoquais, Patrick, mais donc il y a un changement de direction en octobre 2021. Il y a Fabien Gay qui arrive comme directeur du journal, Anthony Daguet qui est en tant que secrétaire général, et puis cette nouvelle direction a enfin, j'ai envie de dire, la conviction qu'il faut agir vite et fort sur ce qu'on va appeler d'ailleurs en interne cette révolution numérique. Bon, là, c'est un petit peu un lieu commun venant de l'humanité, mais le mot était fort en même temps, il est très symbolique pour nous. Et donc, il me donne mission de conduire cette révolution. Et avec des contraintes financières très fortes. Comme souvent, les contraintes, c'est difficile à vivre, et en même temps, ça a des vertus, on en parlera, c'est qu'on a aussi mis en place un modèle. Effectivement, déjà, ça nous a mis un petit peu au pied du mur, et puis quand on a des contraintes, on a aussi du coup un cadre qui nous impose de faire très très attention à la maîtrise des coûts et tout ça, et c'est quelque chose qui a été important effectivement dans tout ce qu'on a fait aussi dans cette transformation. Voilà, donc ça c'est un peu le contexte qui fait qu'effectivement tout s'aligne à un moment donné, pour que vous le vouliez ou pas, en l'occurrence, c'est des choses plutôt négatives, mais qui vous ont quelque part ouvert un peu les horizons en se disant voilà, vous n'avez plus le choix, il faut faire cette révolution. C'est pas quelque chose de négatif, je me permets juste de prendre ce point, parce que avec la nouvelle direction, et en l'occurrence ma propre conviction, c'était pas du tout que c'était quelque chose, on était au pied du mur, on n'avait pas le choix. Ça faisait très longtemps que moi j'avais cette conviction, je pense que Fabien avait la conviction qu'il fallait le faire, et c'est pas parce qu'on était au pied du mur, c'est parce que c'est juste, on savait que c'était là qu'il fallait aller. Ok, c'était pas sous la contrainte, c'était l'évidence que c'est là qu'il fallait aller, accélérer et mettre les moyens. Tout à fait. Bon, et donc voilà, ça démarre. Comment, donc là on parle un peu de jeunesse, comment est-ce que vous définissez ce que va être le nouveau site? Est-ce qu'il s'agit juste de refaire un site au standard du marché? Est-ce que c'est l'occasion un peu de revoir la proposition de valeur? C'est beaucoup plus que de refaire un site, hein, encore une fois. Donc il y a tout... Tout prenait sens et tout devait être transformé dans cette opération. Donc, du coup, on a vraiment commencé par une étape. Je crois que donc en juin 2022, on commence à prendre langue avec vous pour imaginer cette première étape stratégique sur ce qu'allait être cette transformation numérique. Et je me rappelle très bien de ce moment avec Alix, Robin et Samy, où on a commencé à faire des ateliers avec la rédaction. On a conduit des entretiens avec des personnes représentatives des différents métiers dans la maison. Avec le service client, c'est hyper important effectivement d'avoir ceux qui sont en front, vraiment ce front-là avec le public qui est diablement important. Et puis on a mené aussi des entretiens quali avec des abonnés, voilà, et aussi avec des
des personnes dont on aurait souhaité qu'elles soient abonnées. Donc voilà, on a pour... Les fameux personas, quoi. Exactement, on a défini ces fameux personas. Voilà, et puis en même temps, c'est quasiment une plateforme de marque qu'on a fait parce qu'on a dégagé les points d'appui, les points d'amélioration sur cet aspect marque. Ouais. Et donc voilà, même s'il y a des choses qui n'étaient pas forcément surprenantes. Quand on a travaillé longtemps dans cette marque, on sait que voilà, on voulait s'adresser à un public plus jeune et qu'il y a une population de moins de 35 ans qui pouvait se retrouver sans peine dans certains des combats qu'on mène depuis très longtemps à l'humanité. La justice sociale, le pacifisme, l'antiracisme, l'écologie, le combat écologique, ouais, le féminisme. Mais le fait est que jusque-là, on n'avait rien fait ou trop peu pour répondre à leurs attentes spécifiques effectivement de ce public plus jeune. Donc c'est là effectivement où on a commencé à réfléchir à une proposition de valeur pour eux, mais aussi plus globalement, la réflexion stratégique qu'on a menée ensemble, elle nous a amené à définir donc des typologies de public et des objectifs. Et sur les jeunes, effectivement, on s'est dit, là, il y a un enjeu de notoriété. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un public qui était sur le point, ou peut-être déjà pour beaucoup qui ne connaissaient pas l'humanité. Et paradoxalement, même pour certains qui allaient à la fête de l'humanité ne savaient pas que c'était la fête du journal de l'humanité. Donc il y avait un vrai déficit de notoriété. Donc sur cette cible de moins de 30 ans, un enjeu de notoriété et d'audience avec de la conquête de territoire sur les réseaux sociaux via la vidéo, on va y revenir. Ouais. Et puis sur un public 30-55 ans, là c'est de l'acquisition d'abonnés. C'est là où on a travaillé l'acquisition d'abonnés. Et puis sur les plus de 55 ans et sur notre lectorat plus traditionnel et abonné, l'idée c'était aussi de les séduire avec cette initiative et de les inviter. On a donc beaucoup d'abonnés print à ce moment-là, à être prêts à payer un petit peu plus pour avoir aussi accès au numérique. Ouais, c'est ça qui est toujours un peu compliqué, hein, c'est que de tenir les deux bouts. Ouais, de tenir les deux bouts. C'est vraiment, je pense, le challenge qu'on voit nous au quotidien dans les médias, parce qu'effectivement tu veux séduire, mais en même temps tu veux pas perdre tes abonnés print qui sont fidèles, qui payent cher un abonnement print. Ouais, et tu as envie aussi de les avoir sur le numérique parce que c'est là que tu peux leur parler aussi, leur montrer d'autres choses, etc. C'est pas évident comme équation. C'est pas évident, mais alors on a un avantage quand même dans cette histoire, c'est qu'on a des abonnés incroyables. En fait, l'idée, à partir du moment où ils ont vu que vraiment on s'attelait à partager les valeurs du journal avec un public plus jeune, et ces gens qui sont très attachés à l'histoire de l'humanité, ils étaient contents qu'on fasse ça. Et même s'ils s'y retrouvaient pas complètement sur tout, ils étaient très contents que cette démarche soit entreprise. Donc c'est vrai que là-dessus, on a un public d'abonnés qui est vraiment très très proche de nous et qui nous soutient dans ce qu'on fait, quoi. Ça, c'est vraiment des spécificités de l'humain que j'ai rarement vu ailleurs. On pourrait parler des appels à souscription. On en parlera. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu plusieurs fois où le bateau a un peu tangué. De nombreuses fois. De nombreuses fois. Et c'est souvent votre public, vos abonnés qui ont aidé, qui ont mis la main à la poche pour soutenir l'humanité. Les gens, il y a un combat derrière c'est pas juste un média, l'humanité. Juste pour l'anecdote et pour l'histoire, quand tu dis depuis longtemps un combat, effectivement, donc 1904, Jaurès lance l'humanité. 1905, première souscription parce qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Voilà, c'est l'histoire de l'humanité. Et donc en fait, avec cette idée-là, et qu'on développera sans doute plus tard, mais que ce lien très très fort avec ce public, c'est le journal de ses lecteurs depuis 120 ans, quoi. Donc voilà. C'est vrai que c'est assez fou. Et on en parlera effectivement parce qu'on va parler un peu de dons après. C'est dans le modèle économique, c'est quelque chose d'important. Une autre manière d'aider ce projet, évidemment, tu l'as évoqué, c'est le rôle du FSDP. Vous en aviez déjà fait, vous en aviez déjà eu, mais il y a eu un dossier là particulièrement aidé à mettre un peu le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier, ouais, tout à fait, effectivement. Donc c'est un dossier qu'on a monté avec vous, en l'occurrence, fin 2020. Donc voilà, un dossier très complet. Et donc effectivement, avec cette difficulté-là, qu'on n'était pas encore dans un contexte, on va dire, où on avait une stratégie hyper claire et une envie très claire de la direction d'aller sur la transformation numérique. Et en même temps, nous, on savait qu'il fallait le faire, et que donc on a essayé d'imaginer un petit peu en amont tout ça pour être le plus complet possible et nous aider le mieux possible, effectivement, à pouvoir, quand on aurait enfin le champ libre, la capacité à mener ce projet. Et donc, c'est vrai que aussi, votre aide a été déterminante, effectivement, pour nous aider à nous projeter à ce moment-là. Effectivement, le FSDP, si on n'a pas ce FSDP, je pense que le projet, il prend pas du tout la même tournure, il prend pas du tout ni les mêmes ambitions, ni même le résultat derrière. Et c'est vraiment, en fait, c'est plus que déterminant. Je pense que ça a été crucial pour la réussite de ce projet. Donc voilà, je tiens quand même à le dire aujourd'hui. Et donc, voilà, saluer un peu le rôle de la DGMIC aussi, qui vous a bien aidé, soutenu. Ouais, tout à fait. Etc. Tout à fait compréhensible quand il y a eu des réorientations à un moment donné, parce qu'effectivement, c'était, comme je disais, on a fait ce projet à un moment donné où on n'avait pas une
visibilité complète de ce qu'on voulait faire. Donc il y a eu quelques petits ajustements, on y reviendra, notamment sur le CMS. Et effectivement, la DGMI qui a été compréhensive, vous voyez que on faisait tout pour réussir le mieux possible avec... dans l'esprit du projet. Ouais, complètement. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé effectivement avec eux. Ouais. Faut le dire, voilà, parce que souvent c'est un peu pas décrié, mais les aides à la presse sont vues par une partie du public. Bah voilà, en fait, t'es plus indépendant parce que t'as des aides publiques, etc. Oui. Mais en l'occurrence, sans ces aides publiques pour certains titres, bah il y a certains titres qui disparaîtraient. Oui. Et dans le pluralisme de la presse, autant dire que l'humanité a une place importante. Oui, tout à fait. Puis là, je vais être un peu, mais il me semble qu'il y a beaucoup d'entreprises, pas forcément dans la presse, qui touchent des aides publiques. Donc, je ne sais pas pourquoi ça choque tant dans la presse et beaucoup moins dans d'autres. C'est plus visible, c'est plus médiatique. On en parle, etc. Mais là, en l'occurrence, le FSDP a bien joué son rôle d'aider, voilà, pour le développement stratégique de la presse de l'humanité. Je voulais peut-être dire un truc parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué tout à l'heure. On évoquait la valeur, la proposition de valeur qu'on voulait proposer sur le site. Il se trouve qu'il y a eu un travail très important qui a été mené concomitamment et je pense qu'il est aussi indispensable pour comprendre pourquoi on a réussi quelque chose. C'est le travail qui a été mené par la direction de la rédaction, Maud et Sébastien, sur le journaliste, sur notre proposition de valeur, parce qu'au final, c'est quand même ça quelle ligne éditoriale la ligne éditoriale, il a surtout la façon de le faire et gagner en exigence sur le travail journalistique, parce que en fait, il y avait du travail et on a fait un constat aussi lucide. J'ai essayé de le faire tout à l'heure par rapport à notre lectorat et notre avenir économique. Je crois qu'il a été fait aussi au niveau de la rédaction avec beaucoup de courage. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été menées à ce niveau-là. Il y a eu la création d'un pôle enquête. Aujourd'hui, ils sont 4 ou 5, je crois, dans le pôle enquête. Et d'ailleurs, ils viennent de sortir une enquête qui a fait beaucoup de bruit sur le festival de BD d'Angoulême. Beaucoup de travail sur l'écriture, la mise en avant de nouvelles thématiques. Et c'est vrai qu'il y a eu un très très gros travail sur la proposition de valeur de notre cœur de métier, effectivement, le journalisme. Évidemment que ça a été déterminant aussi pour conquérir de nouveaux publics et les convaincre de passer à l'abonnement. Oui, l'intérêt de l'abonnement, de ce qu'ils vont y trouver, etc. Ouais. Et c'est bien de le rappeler parce qu'effectivement, c'était pas juste un projet technique, quelque part, c'était un projet d'entreprise. La rédaction s'y est mise. Quand on arrive, nous, sur ces ateliers, la rédaction est quand même très print first. Enfin, il faut le dire. Sur le papier, bon, voilà, vous disiez, bon, on est web first, etc. C'était pas réellement le cas. Tu sens qu'il y a de la résistance quand même un peu à ce moment-là. Il y a encore un peu ce truc de, on propose un papier pour le quotidien. S'il n'est pas pris, bon, on le repropose le lendemain. On sent qu'il n'y a pas un énorme attrait pour le web, pour le numérique à ce moment-là. Au début, il est faible. il est un petit peu faible. Ben, en fait, et voilà, et un peu pour dédouaner les journalistes, c'est vrai qu'on leur avait répété depuis des lustres, encore une fois, ce qu'on se disait, que les abonnements numériques permettraient jamais de faire face à l'érosion du print, voilà, qu'il fallait aller chercher des revenus à côté, mais que c'était pas dans la transformation digitale que ça allait se faire. Donc, quelque part, ça les a confortés dans ce qu'ils avaient plaisir à penser, à savoir que publier sur le site, ça sert à rien, que seul ce qui est écrit sur le papier est noble, que les chiffres, on s'en fiche, vraiment complètement. Pas une culture du chiffre. Et pas une culture du chiffre, et au final, une culture digitale qui est assez faible, y compris au niveau de la direction. Donc effectivement, il y a vraiment eu un travail déjà d'acculturation au numérique, et on y reviendra sans doute, qui était primordial. Tu peux juste nous dire sur cette transformation de la rédac en web first, comment ça s'est passé? Donc tu as salué le travail de Maud et Sébastien qui ont joué le jeu, qui sont venus dans les ateliers, parce qu'ils ont eu aussi, eux, la responsabilité derrière d'aller dans la rédac, d'expliquer tout ça. Comment ça s'est passé? Donc, effectivement, il y a eu ces ateliers où il y a eu toute la rédaction, alors scindée effectivement par groupe, parce qu'on ne pouvait pas amener tout le monde, mais tout le monde a participé. Vous êtes combien à la rédac? 80. 70, 75 rédacteurs, et puis 25 avec les pôles de mise en forme, tout ça. Donc, il y avait ces ateliers, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y en a eu plusieurs, en fait, ateliers, et c'est vrai qu'il y avait déjà eu pas mal de discussions, il y avait eu des assemblées générales, déjà, où on a commencé à expliquer le projet. Et puis d'ailleurs, très régulièrement, Fabien a convoqué des Hollands, comme on dit, pas à l'humanité, pour expliquer le projet, les tenants, les aboutissants. Et c'est vrai qu'en plus, il se trouve que c'est un bon orateur, donc ça aide aussi à faire passer le message. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Et puis, c'est beaucoup de discussions informelles aussi avec les journalistes. D'ailleurs, il se trouve qu'ayant été journaliste moi-même, je pense que ça a aidé, connaissant bien tous les postes de la maison, ça a aidé aussi à faire passer certains messages à certains moments. Donc voilà. Et au final, et puis
puis il y a eu, je ne sais pas si on reviendra sur le sujet, mais on a eu aussi des formations, quand même pendant 6 mois de formation. Ouais. Il se trouve qu'on a fait aussi ensemble, je suis désolé, je vais beaucoup parler de Cosa Vostra, mais je vais essayer de me réfréner. Non, mais après, elles ont été importantes. Elles ont été aussi cruciales. Ouais. Donc, ces formations qu'on a montées avec Cyril Franck et qui allaient effectivement à la fois de la culturation digitale à un niveau très, très global jusqu'à des formations beaucoup plus précises sur l'impact effectivement qu'allait avoir cette transformation sur les métiers des journalistes. Et puis, au final, je crois qu'on a quand même réussi à créer une envie parce que les journalistes, leur dire que finalement, il y avait qu'à attendre la mort du papier gentiment. Bon, il y avait un côté rassurant parce qu'on faisait comme d'habitude, mais en même temps, c'est profondément angoissant. Et de voir effectivement cette volonté de transformation très forte, finalement, ça a réveillé quand même quelque chose. Et puis, surtout, c'est quand même la rédaction, c'est des journalistes qui sont engagés. Et l'idée que peut-être qu'on allait réussir quelque chose qui leur permettrait de partager beaucoup plus largement leur journalisme, leurs valeurs auprès d'un public rajeuni et de surcroît, forcément, ça touche, quoi. Ouais, ça crée un petit engouement. Tu te dis, bon, voilà, ça te donne envie de tester des nouvelles choses, de faire des choses. Et tu vois c'est un peu différent, effectivement. Ouais. Donc voilà, donc là c'était un peu, donc on est parti avec une équipe très resserrée, voilà, notamment avec Fabrice, le directeur technique. C'était un peu l'heure du contrevent, c'est-à-dire qu'on avait vraiment le vent de face pendant un moment. Et puis à la différence du bouquin d'Amasio, le vent s'apaise au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et concrètement, la rédaction, il a fallu ajuster la manière de travailler puisque en fait, il y avait une nouvelle proposition éditoriale. Concrètement, les journées ont changé, l'organisation de la rédaction a changé. Ouais, tout a changé. À commencer par les outils. Je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être le moment d'en parler, effectivement, si parce que ouais, c'est bien sûr, parce que ça, ce que ça fait dans ce que ça structure. On arrive sur effectivement les process. Ouais, sur les process. Donc voilà. Donc déjà, il faut dire de quoi on part. On était la rédaction écrivait dans l'outil Gaia de Trias. Ouais. Voilà, c'était donc tout le workflow était dans Gaia, où il y avait le chemin de fer électronique. Ça arrivait effectivement au pôle de mise en forme. Donc, il y a un quotidien et un magazine à l'Humanité. Et donc, une fois que tout était monté, mis en page, en InDesign, exporté pour aller vers les imprimeurs, à ce moment-là, on pensait à faire un petit export vers le web, vers notre site qui était à ce moment-là sous Drupal. Donc, grosso modo, à part quelques articles pure web qu'on avait dans la journée, mais très, très rares parce que voilà, c'était l'ensemble du contenu était passé dans le quotidien à 20h le soir. Donc, t'imagines ce que ça veut dire en termes de SEO, c'est catastrophique. De services rendus au lecteur, c'est inexistant. Donc, effectivement, donc on s'est dit qu'il fallait complètement modifier ça. D'ailleurs, on a eu une réflexion assez longue. Tous les deux, d'ailleurs, pas mal, sur le bon outil CMS qu'il fallait mettre en place, avec l'idée de complètement renverser le flux pour pour faire travailler déjà la rédaction dans un outil qui soit nativement web. Et c'est vrai qu'au début, j'hésitais un petit peu, et finalement, d'ailleurs, tu m'as convaincu à prendre... Comment dire en fait, il y avait plusieurs solutions qui se présentaient à nous, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été convaincu que développer quelque chose à façon, avec nos propres workflows, vraiment collant parfaitement à nos attentes, c'était le meilleur moyen d'embarquer la rédaction. Et en plus, par rapport à d'autres solutions de marché, d'être vraiment dans un environnement nativement web, en l'occurrence WordPress, puisque c'est le choix final qu'on a fait. Je ne regrette pas du tout ce choix-là, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y avait une petite prise de risque quelque part. Il y a toujours, et c'est un débat qu'on a souvent sur Mediarama. Est-ce qu'il faut prendre un outil marché? Est-ce qu'il faut faire un outil à façon? Quand tu es gros et riche, entre guillemets, c'est simple. Bon, tu te fais ton outil, il y a des super solutions qui existent, des arcs, etc. Quand tu es un peu entre les deux, c'est compliqué. Mais donc là, il y a eu quand même un petit leap of faith à un moment donné de se dire, allez. C'est clair. Et puis tu vois, le leap of faith, je le vois très bien, c'est Noël 2022. On n'a toujours pas fait le choix du CMS, on a fait le rétro-planning, on sait qu'il doit être go live fin juin, donc 6 mois. Ouais. Et je vois effectivement ces différentes hypothèses, dont celle du développement à façon sous WordPress, dont je sais que ça va être le plus compliqué, il faut le mettre en parallèle de tous les autres chantiers, le site, l'app, la formation et tout ça. Et je me dis, mais pourtant, c'est la bonne solution. Donc, ouais, effectivement, c'est un peu le vertige du grand saut, mais bon. Voilà, mais que je regrette pas aujourd'hui. Heureusement, sinon, tu serais pas là pour le raconter. En l'occurrence, WordPress, et donc l'adaptation du WordPress vraiment à une rédac de 80 personnes qui saisit aujourd'hui nativement dans WordPress
tout au long de la journée. Je ne vais pas dire H24 parce que bon, vous n'avez pas les 3-8 non plus. Alors, non, on n'a pas les 3-8, mais on a singulièrement étendu effectivement la plage de production, ça c'est sûr. Ouais. Alors juste pour revenir sur le workflow, effectivement, donc les journalistes saisissent dans WordPress et après tout le workflow, relecture chef de service, relecture Red Chef, correction se fait dans WordPress. Donc toute cette partie-là a migré, j'ai envie de dire, sur WordPress. Et ensuite, il y a le papier qui suit deux chemins. Il y en a un qui va directement vers la publication en front sur le site web et un autre qui est effectivement dévié vers Gaia, l'outil qu'on utilisait avant, où effectivement après il est intégré dans le chemin de fer électronique pour la mise en page, les supports papier. Et en fait, c'est vrai que c'était ça aussi qui m'a un petit peu convaincu sur le sujet, c'est que en fait dans ce changement, les populations qui étaient les plus en fait, qui avait le plus de crainte, forcément, c'était ceux qui étaient le plus près du papier. Ouais. C'est-à-dire ceux qui sont en bout de chaîne, les PSR et les personnes qui mettent en page le quotidien ou le magazine. Et en fait, grâce à cette combinaison qu'on a trouvée... de garder cette dernière brique Gaia pour la mise en forme du print. Mais ce public-là, finalement, n'a pas vu son travail réellement changer, quoi. Donc, du coup, moins de résistance au changement de ce côté-là. Et effectivement, on s'est évité... quelques soucis. Quelques nœuds au cerveau. Ouais, donc voilà, sachant que les timings étaient très très chauds, tout ce qu'on pouvait un petit peu simplifier en termes de changement, on l'a fait. On l'a fait. Les journalistes, c'est un gros changement pour eux a posteriori. Non, c'est pas grand-chose. Ils ont un nouvel outil. Est-ce que c'est mieux, pareil, ISO Au final, ça change pas grand-chose. D'ailleurs... étonné de voir, donc je disais, là, on met ça en production fin juin. Bon, bien sûr, il y avait tout le bas de combat, tout le monde autour, au cas où. Et puis, en fait, je crois que j'étais stupéfait moi-même de voir comment ça s'est bien passé. Donc, non, pas. Bon, il y a toujours des petites choses, des petits ajustements qu'on a fait. D'ailleurs, c'était assez important d'être très à l'écoute au moment de cette bascule et de faire tout de suite les petits irritants, de les traiter très vite. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire et donc du coup effectivement il n'y a pas eu de soucis de ce côté. Donc la rédaction est chouette aussi, enfin je veux dire on leur met un nouvel outil, bon mais ils le prennent quoi, c'est pas pas oui, plus... il n'y a pas de résistance majeure non plus. Et ils continuent d'aller, pour certains, voir le chemin de fer, le quotidien. Alors, je ne suis pas derrière leur épaule, mais je soupçonne que oui. Que oui, quand même, on n'a pas réussi complètement à couper le cordon ombilical. Mais on y travaille, parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas là, mais enfin, l'objectif reste celui-là, et on va y aller. Voilà, c'est vraiment d'arriver... C'est pas seulement de faire une production de contenu qui soit agnostique du support de diffusion final, mais c'est vraiment d'aller sur du web first. Ouais. Parce que nos abonnés, ils sont numériques aujourd'hui. On a énormément de mal à chercher des abonnés, même print plus numérique. Et donc, il faut absolument renforcer cette proposition de valeur. Et ça passe par le fait de produire nativement et d'abord, effectivement, pour ce public-là. Donc voilà, c'est un petit sujet quotidien, mais on y travaille. Et tu as des enseignements que tu tires de cette mutation, si tu devais... parler à des médias en transition. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup encore de grands médias quotidiens qui n'ont pas fait cette transformation à ce point-là. Je pense que si, du coup. Et d'ailleurs, ça nous a aidés parce que finalement, on a vu aussi ce qu'ont fait les autres, les erreurs qu'ils ont pu connaître ou faire, parce que ce qui arrive, effectivement, quand on est un peu les premiers, qu'on est sur les plâtres, et ce qui marchait. L'enseignement, je pense que c'est, en tout cas, quel que soit le média, c'est que même dans une organisation très traditionnelle, très éloignée du digital au départ, quand même, ce qui était le cas, on peut quand même mener un projet finalement en mode un petit peu start-up, parce que vu les délais, vu le côté test and learn, l'agilité qu'on a dû mettre en œuvre pour tenir tout ça, finalement, c'était un peu le mode start-up à l'humanité. Et donc, si c'est possible à l'humanité, je me dis que ça l'est possible dans beaucoup d'organisations. Donc voilà. On a vraiment bien parlé de tout ce qui a été fait. Pour quel résultat ? Est-ce que l'humanité est sauvée ? Je sais pas, j'ai l'impression, en fait, quand on travaille à l'humanité, justement, ce que je te disais tout à l'heure, que dès 1905, il y avait une souscription pour sauver l'humanité. On se dit que le combat pour l'humanité est un combat quotidien, c'est le cas de le dire, et permanent. Donc, est-ce que c'est sauvé ? Je sais pas. Ce qui est sûr, est-ce que je pense que tout le monde a pris conscience à l'intérieur de la maison, c'est qu'on a pris le chemin qui donne un avenir à l'humanité. Voilà. C'est déjà ça. C'est déjà très important. Et donc, voilà, on est au début du chemin, ça c'est clair. Et il y a beaucoup d'étapes à venir.
Mais effectivement, je pense qu'on a pris la bonne direction. Donc ça fait plaisir et ça fait plaisir à tout le monde dans la maison. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres avant, après, qu'on voit un petit peu alors encore une fois, tu l'as dit, là, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Oui. Mais à quel point ça a changé, ça a eu un impact? Déjà sur les abonnés, donc je disais que... Vous étiez à 6 000. On était à 6 000 abonnés effectivement en mai 2022. Et là, aujourd'hui, on en est à 15 500 pur numérique et on en a 6 000 qui sont print et numérique. Mais encore une fois, des abonnements print et numérique où les gens ont payé pour accéder au numérique. C'est pas offert. C'est pas offert, donc c'est un vrai finalement abonnement numérique aussi. Ouais. Donc on est à plus de 21 000 aujourd'hui, quasi 22 abonnés numériques. Donc si on considère ces abonnés-là. Et en revanche, effectivement, on continue d'avoir une érosion très très forte, mais pour le coup, qui est pas plus forte qu'elle ne l'était avant. C'est-à-dire qu'avant, on peut pas dire en fait que les abonnés qu'on a fait sur le digital ont cannibalisé ou les abonnements print, parce qu'en fait, on est malheureusement sur la même tendance de perte d'abonnés print qu'on connaissait avant, parce que de toute façon, c'est des abonnements liés à entrée en EHPAD ou résignation pour de notaire, quoi, comme on dit. Ouais. C'est pas des abonnés qui ne sont plus contents. D'ailleurs, on peut faire une mini parenthèse quand même sur le côté politique de l'humanité. Il y a quand même, en fonction des résultats, les présidentielles, du positionnement de l'humanité sur tel ou tel candidat, ça a un impact, fort sur... Oui, ça a un impact, effectivement. C'est toujours... Les campagnes présidentielles sont souvent pour des confrères, effectivement, des moments où on fait l'abonnement, où il y a un besoin d'information fort. Pour nous, c'est toujours un problème, en tout cas des situations hyper délicates, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a vocation... Alors, effectivement, on était très liés au Parti communiste. C'est plus le cas. Organe officiel jusqu'en 1994, ouais. Mais c'est plus le cas, effectivement, depuis. Quand bien même, on se définit toujours comme un journal d'essence communiste, mais en tout cas, on n'est plus lié avec le parti et on a vocation à s'adresser à toute la gauche. Mais on voit bien encore aujourd'hui que s'adresser à toute la gauche et trouver des points d'entente voilà, c'est pas simple. Donc, dans ces moments de tension, en plus que sont les élections au sein des différents partis de gauche, c'est vrai que c'est très difficile de tenir une ligne. De toute façon, c'est impossible même de tenir une ligne qui convienne à tout le monde. Donc, on sait qu'en écrivant ça, on va déplaire. Voilà. Donc, on essaie de garder notre propre boussole, effectivement, notre propre ligne éditoriale. Et puis voilà, et des fois, on fait des mécontents. Voilà, donc des fois, tu as quelques désabonnements à cause de ça. Ça arrive. Ça arrive. Il y a des moments un petit peu plus compliqués. Mais c'est marrant, c'est comme l'équipe, en fonction un peu de résultats d'équipes de France, tu sais, dans des sports, etc. Vous, c'est les présidentielles, quoi. Ouais, c'est le moment un peu... Ouais, c'est le moment critique. C'est le moment critique. Voilà, faut bien choisir son équipe. Tu voulais... Non, mais je voulais revenir aussi sur les résultats, parce que donc là, je parlais de l'abonnement, mais c'est vrai qu'on a, pour le coup, et je ne m'attendais pas à un résultat aussi rapide, aussi fort, mais c'est vrai qu'on a triplé la fréquentation sur le site. C'est quand même une... Vous avez triplé la fréquentation du site. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez fou comme stat. Ouais. Et donc du coup, on se dit qu'on a réussi quand même pas mal de choses là-dessus. En tout cas, déjà du côté perf du site. Et je pense que les choix techniques qu'on a fait justement avec cette cohérence entre le back, le front et l'hébergement, full WordPress et WordPress VIP pour l'hébergement, ça a aidé. D'ailleurs, on est vraiment sur un process d'amélioration continue de nos perfs et ça avec l'agence Cybercité qui nous accompagne sur le SEO. Ouais. Et c'est vraiment ça a des effets très très forts. Et puis, alors j'ai pas dit d'ailleurs comment on avait changé le flux de production dans la journée, parce que j'avais dit qu'effectivement on avait peut-être que je vais revenir dessus, parce qu'on a mis en place des choses quand même très importantes. Donc avant il y avait pas d'équipe dédiée sur le web et il y avait tout qui était exporté à 20h sur le site. À partir de ce projet de transformation, on a mis en place un desk web en 2 équipes, une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. L'équipe du matin, on l'appelait du matinal, bon voilà, et dans les signaux forts d'ailleurs qu'on a donné à la rédaction aussi pour montrer toute l'ambition qu'on portait sur le projet, on a mis à la tête de cette matinale Julia Amlaoui qui était la chef du service politique, donc une personne reconnue dans une plume, quoi. Ouais, voilà, dans la rédaction, et donc qui commence à 6h30.
Et on a une production qui commence donc à partir de 7h, 7h30 et jusqu'à maintenant 21h le soir. Les moments importants où les gens lisent et se connectent et vous êtes là et il y a du contenu déjà tôt le matin, quoi. Tout à fait. Donc, on a du contenu tôt le matin. On a aussi créé une newsletter spécifique, effectivement, qui est incarnée d'ailleurs par Julia, qui écrit chaque matin son édito et qui donne non seulement, effectivement, les articles qui ont déjà été produits pour le quotidien et tout ça, mais qui donne à voir aussi ce qui va être traité dans la journée. Donc, c'est vraiment ce rendez-vous dans la matinée qui incite à revenir et à créer de l'engagement sur le site dans la journée. Et puis, donc, on a une équipe du soir avec un journaliste et avec 2 éditeurs web qui traitent beaucoup du flux, effectivement, de la rédaction pour aller vers le web. Et puis, là aussi, avec un signal fort envoyé sur la rédaction, puisque le rédacteur en chef du numérique, celui qui chapeaute tout ça, côté Red Chef, c'est Stéphane Sahu, qui est vraiment quelqu'un aussi, qui était l'ancien Red Chef du magazine et qui est... quelqu'un de très reconnu aussi dans la maison. Tout ça pour dire qu'effectivement, cette réactivité est accrue tout au long de la journée. Pour revenir à la question des chiffres d'audience, ça a forcément un effet déterminant dans les chiffres que je t'ai annoncés tout à l'heure. Et puis, ce qui est bien, parce qu'on a aussi beaucoup investi sur les réseaux sociaux, on y reviendra sans doute, mais on a à la tête des réseaux sociaux maintenant Mathilde, qui connaît hyper bien notre audience et qui est maintenant vraiment une source de remontée d'informations pour dire ce sujet, il est en train de monter. Il est en train de monter, c'est pas le sujet qui buzz sur les réseaux sociaux, c'est pas ça qui nous intéresse, mais par contre, dans notre communauté, c'est un sujet important. Et ça, il y a maintenant la rédaction prend en main des sujets qui sont remontés par les réseaux sociaux, qui est vraiment une vigie, effectivement, de l'actu, qui est importante dans le bon timing pour notre communauté. Et ça, elle le fait à la main ou il y a des outils ou non, c'est vraiment c'est la température qu'elle prend, elle voit ce qui marche, ce qui est retweeté, les discussions et elle en parle oui, en c'est interne. C'est vraiment sa veille permanente sur les réseaux qui fait que elle a les bonnes oreilles au bon moment, quoi. Et alors, pour question hyper technique, comment elle prévient la rédaction? Vous avez un Slack, c'est un outil interne, c'est un mail. J'ose même pas dire quel outil de messagerie on utilise parce que c'est pas orthodoxe. D'accord. Mais on utilise un outil de messagerie interne, quoi. D'accord. Voilà. Et donc elle peut parler quand même à la rédac. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, ça, effectivement, tout le monde est en lien en permanence. Donc voilà. Et puis c'est cette réactivité accrue, très importante. Et puis le dernier truc, c'est l'édition. Et c'est vrai qu'on a embauché des jeunes éditeurs pour faire l'édition numérique. En l'occurrence, j'ai été éditeur moi-même, donc c'est un métier que je connais bien. Ouais. Je les ai bien accompagnés, j'aime beaucoup travailler avec eux. Et ils sont hyper forts. Ils ont un sens qui est vachement important pour moi. L'édition, c'est ça. Rappelle justement un peu ce que c'est l'édition dans le cadre d'un... L'édition, c'est déjà relire les papiers, s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence, même si ça a déjà été relu pas mal de fois avant. Et puis, c'est faire tout ce qu'on appelle la titraille. Donc, c'est faire un titre, c'est faire un chapeau, c'est faire une légende photo, c'est faire tous les inters, tous ces petits titres, on va dire, entre chaque paragraphe. Et en fait, c'est un travail super important. C'est généralement d'ailleurs le travail qui est le plus lu parce que effectivement, si tu scannes rapidement un article, c'est ce que tu vois effectivement, ce que tu retiens presque. Exactement. Et en fait, donc quand on fait ça avec un sens du service lecteur, ce qui est leur cas, et une bonne compréhension de Discover, ce qui est aussi leur cas, parce que ils sortent d'école, on leur a appris ça, et en l'occurrence, on les forme aussi régulièrement là-dessus. Et il se trouve que Discover est devenu une source très très importante de trafic pour nous. Tu saurais dire combien? Tu as un chiffre? À 50%. 50%. Ouais. Ah, c'est critique. Enfin, un petit peu 47-48, mais oui, c'est ça. Ouais. Ok. Oui, c'est déterminant. Ouais, tu peux pas. Donc il faut bien connaître les codes, pas craquer l'algorithme parce que c'est compliqué, mais en tout cas faire que tout soit compliant quelque part pour être repris sur Discover parce que c'est la moitié de votre trafic. Ouais, c'est une vraie gymnastique. C'est regarder régulièrement dans la Search Console comment évoluent ceux qui sont présentés dans Discover, quel est le CTR, comment on va faire évoluer tout ça en fonction de la photo, en fonction du titre. C'est une vraie gymnastique et ils sont super forts. Et est-ce que dans ce métier d'éditeur, il y a aussi l'animation éditoriale de l'ordre des papiers, un peu que le front page editor qui anime aussi? Ils font ça effectivement en plus. Ils font front page editor, donc ils renouvellent régulièrement la une, pour mettre en avant les différents sujets suivant les différents moments de la journée. Voilà, c'est pareil. On avait une mise à jour avant parce que de toute façon on n'avait pas trop le choix de la home page par jour. Et là aujourd'hui on a 5 éditions peut-être. D'accord. Donc voilà, c'est pareil. Avant, on avait un rendez-vous actu, c'était la conférence de rédaction du matin. Maintenant, on en a 4 dans la journée. Enfin, tout a été vraiment complètement transformé dans la façon de produire l'information. Ouais, et ça, c'est important. Je salue, effectivement, tu l'as cité, mais le travail d'Alix de Crécy, qui avait vraiment bien aussi insisté sur ses rendez-vous, sur la newsletter. Elle a fait un beau travail là-dessus. Ouais, tout à fait. On la salue d'ailleurs.
Je reste sur les chiffres. Sauf erreur de ma part, je crois que vous avez atteint l'équilibre financier en 2024 sur le groupe, ce qui est plutôt... Alors, on est en train de finaliser les comptes, mais on sera à quelque chose près, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, voilà, mais à Epsilon près, on est à l'équilibre, et en 2023, on est déjà à l'équilibre. D'accord, donc c'est plutôt rare et à saluer. Je crois que c'est très très rare, effectivement. Et pardon, je mets aussi les pieds dans le plat. À quel point c'est grâce à la fête de l'humanité que vous êtes à l'équilibre? Est-ce que c'est au niveau du groupe? Est-ce que le média en lui-même est à l'équilibre? En tout cas, la BU numérique, elle est contributive. Ça, je suis content de le dire. Voilà. Ça, c'est du temps de travail. C'est du temps de travail qui paye, donc je suis content. La fête de l'UMA aussi, mais donc en termes de revenus, juste pour avoir une idée, la fête de l'UMA, c'est à peu près, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est à peu près un tiers des revenus du groupe. D'accord. Ouais. Donc voilà. Le digital... On est passé de 3 à 15% quasiment du CA Group. C'est pas mal. En 3 ans. Donc, c'est effectivement une belle progression. Et puis après, il y a toute l'activité print, les hors-séries aussi. On a une petite maison d'édition aussi, on fait des livres. Puis l'événementiel au sens large, il n'y a pas que la fête. On crée aussi d'autres événements, on organise des voyages. Donc voilà, il y a... plein de revenus, en tout cas belle croissance du numérique. Est-ce que sur les formats un peu, donc pardon, l'équilibre financier, ça on en a parlé, les formats, il y a un format sur lequel vous avez beaucoup insisté, et en l'occurrence c'est bien, c'est la vidéo. C'est quand même des marques de fabrique du nouveau de l'humanité. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Je sais aussi que c'est quelque chose auquel tenait beaucoup Fabien Guerre, tout à fait. La vidéo. Il a été extrêmement moteur, effectivement, sur la vidéo, et c'est bien. Il est très vidéo. Alors des fois, voilà, c'est pas forcément celui qui connaît le plus le numérique. Je lui ai déjà dit, c'est pas lui faire injure, mais sur la vidéo, il est très présent. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube. Si vous voulez aller le voir, tu le disais, c'est un bon orateur. C'est toujours intéressant. Je suis abonné à sa chaîne YouTube. C'est toujours sympa à voir, mais en tout cas la vidéo elle est centrale dans la nouvelle proposition de valeur de l'humanité. Alors déjà ce qui est étonnant, c'est qu'en fait ça fait très longtemps que l'humanité fait de la vidéo. D'ailleurs t'es bien placé pour le savoir, puisque on t'avait fait avec l'Huma un projet de média vidéo en 2015 Partage Social Club, qui était super et qui fait partie aussi de ces initiatives comme d'autres qui ont été sacrifiées au moment du passage devant le tribunal de commerce. Ça avait été financé par un fonds Google à l'époque, et c'était un média un peu à la Nowsies. Exactement. Où uniquement en ligne, que des vidéos, sous-titres. On avait fait ça très tôt, c'était vraiment, vraiment chouette. Mais effectivement, en 2015, il n'y avait pas encore de modèle économique, ou alors il aurait fallu mettre des ressources pour aller chercher des sponsors, etc. Et c'était pas la culture ni le focus. Mais c'est vrai que déjà, on a eu cette expérience-là, et même avant, depuis 2011-2012, je crois, on fait des vidéos à l'Huma. Donc voilà, mais jusque-là, il n'y avait pas vraiment une stratégie très très claire. On faisait de la vidéo parce qu'il fallait en faire, et puis finalement, en fait, ce projet qu'on s'est dit, et toute cette réflexion stratégique sur le public jeune, pourquoi on va le chercher, comment il peut être contributif après à terme, et comment on prépare nos futurs abonnés. Du coup, tout a donné sens en fait à ce qu'on faisait, et y compris et singulièrement la vidéo, ce qui nous a donné envie d'accélérer là-dessus. En fait, c'est ça aussi, c'est parce qu'on avait le contexte et les bonnes raisons de le faire qu'on l'a fait. Et effectivement, comme tu le dis, Fabien a été très pushy là-dessus. Juste pour redonner un chiffre, tout à l'heure tu m'interrogeais sur les perfs, on a fait 150 millions de vues de vidéos cumulées en 2024. Donc ce qui est étonnant, c'est que en 2024, finalement, on partage davantage notre journalisme en vidéo qu'à l'écrit déjà. On fait plus de vues de vidéo que de pages vues. Et donc voilà, et clairement, on se prépare à ce que ce soit encore davantage le cas. Ce qui permet aussi, tu le disais, quand même, c'est quand même le format qui fonctionne pour la monétisation. C'est le format aussi qui est le plus consommé aujourd'hui par les jeunes sur les plateformes, que ce soit TikTok, Twitch, YouTube, etc. C'est quand même la vidéo, le format le plus universel aujourd'hui. Oui. Ouais. Ça vous permet aussi d'atteindre cette nouvelle cible. Ouais. Et puis c'est un outil
c'est le média de puissance quand même, la vidéo. C'est un peu le média de l'influence. Donc effectivement, l'Humanité, c'est un journal avec une vie économique, ce qu'on s'est dit, mais c'est aussi un journal qui incarne, qui porte des valeurs, qui a envie de les partager. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir un média qui permette de toucher finalement aussi un public plus populaire que celui qu'on peut toucher par l'écrit. Voilà, on va pas se mentir non plus. Et vous êtes dans votre rôle. En plus. Et on est dans notre rôle, quoi, effectivement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a accéléré et on va continuer d'accélérer très très fortement, ça c'est sûr. Ouais. Et sur ces 150 millions de vues, est-ce qu'il y a des formats qui ont mieux fonctionné que d'autres ? Parce que vous avez des formats un peu... Écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les formats verticaux marchent un petit peu mieux que les formats horizontaux. Donc voilà, ont plus contribué, mais c'est aussi sans doute parce qu'on en a fait un peu plus. Voilà. Mais il se trouve que après, quand je regarde les vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues, tu trouves à la fois un focus. Par exemple, on fait ce format focus. Donc je te disais, on a un service enquête, ou même d'ailleurs d'autres journalistes qui font des enquêtes, et en fait, ils viennent face cam présenter en 1 minute 30 leur enquête, qui fait un petit peu teasing comme ça pour leur papier. Et notamment, on en a fait un sur Pierre-Édouard Stérin et son ambition politique. Ouais. Et c'est une vidéo donc qui a extrêmement bien marché. Mais donc tu peux avoir une vidéo d'1 minute 30 et tu as Dominique de Villepin à la fête de l'UMA, un entretien d'1 heure, dans un seul cadre, très posé, voilà, et ça fait aussi des centaines de milliers, même plus, des millions de vues. Donc on a vraiment il y a des témoignages de personnes sur des mouvements sociaux qui font aussi beaucoup, des centaines de milliers de vues. Donc c'est vraiment des formats très différents. Toute notre production, en fait, a vocation, effectivement, à contribuer à cette audience-là, quoi. D'accord. Toujours sur la vidéo, vous avez une belle stratégie sur le lancement d'une chaîne Twitch, l'émission Ça ira. Ouais. Et pas que, d'ailleurs. Mais et pas que, mais c'est un peu emblématique. C'est un partenariat avec Bolchegeek. Oui. Ça fait partie un peu aussi de cette stratégie. Comment ça se passe ce type de partenariat? Alors, alors les partenariats, en fait, on a commencé à les conduire déjà sur la production vidéo pour YouTube. En fait, on est parti de YouTube. Bolchegeek, c'est d'abord un YouTuber, d'ailleurs, plus qu'un streamer. Et ça fait... je sais pas, peut-être 3 ans qu'on travaille avec lui, où il nous fait chaque mois une analyse, je vous invite d'ailleurs à regarder, je trouve ça très bien, mais une analyse de la culture populaire sous un angle politique. Donc voilà, et donc naturellement, quand on s'est lancé sur Twitch, et avec ce prisme d'analyse très singulier qu'il a, on lui a demandé de participer à cette émission qui se décompose en 3 parties, une très actu, une interview politique et une effectivement culture, qui est animée par Bolchegeek. Donc voilà, mais on a aussi cette stratégie, en fait, de faire appel à des gens qui sont des créateurs de contenu, dans le bon sens du terme, depuis effectivement un petit moment. Et là, on initie une nouvelle collaboration avec Climax. Je promis, Bolchegeek, Climax, on ne les choisit pas que pour le nom, mais en l'occurrence, une jeune journaliste qui est super et qui fait aussi, à travers l'analyse par les sciences sociales de faits de société, des choses super intéressantes. Et donc, on a lancé cette émission où on a Lumi aussi, qui est une streameuse, youtubeuse qui participe. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens, en fait, qu'on allait chercher, qui ont l'habitude de ces réseaux et qu'on a fait contribuer à ce lancement et qui nous aide, du coup, à en faire une réussite. Vous les rémunérez ? Oui, vaut mieux quand même. En général, quand il y a du travail, on préfère rémunérer. C'est bien, mais pour voir un peu le type de partenariat, eux, ils sont contents de s'associer à l'Humanité. Ils trouvent que c'est une marque cool qui met en valeur leur travail. J'ai l'impression que, enfin, en tout cas, nous, on est très contents de travailler avec eux, et j'ai l'impression que la réciproque est vraie. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, Bolchegeek, c'est ce que je disais, ça fait des années, maintenant ça fait 3 ou peut-être 4 ans qu'on travaille avec lui, et on a vraiment envie de continuer. Je pense que lui aussi. Et effectivement, il y a de jeunes talents, et d'ailleurs là, on est en train de recruter quelqu'un qui est au sein de la rédaction, qui est aussi avec ce profil qu'on va chercher de créateur de contenu. Et on voit des gens qui ont une audience qui veulent nous rejoindre. Donc oui, je pense qu'on a craqué, le mot est un peu fort, mais en tout cas, on a... Vous avez re-rendu la marque L'Humanité cool ? Ouais, désirable, effectivement, pour une partie du public. Et c'est marrant parce qu'il y a la semaine dernière, il y a
justement mon équipe réseaux sociaux qui est venue me voir, me dire ah tiens regarde ces deux posts qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Et je vous promets c'était pas du brand content. Le premier c'était quelque chose comme trop jeune pour partir coloniser Mars, trop vieux pour avoir connu Jaurès, mais au bon moment pour revoir la renaissance de l'humain. Voilà, ça c'est sympa. C'est toujours sympa. Et l'autre qui va encore plus. L'humain a tué le game de la story sur Insta. Et alors là, quand je vois ça, forcément. Avec ces wordings-là, ça fait plaisir. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand on avait commencé à travailler au début, je me souviens, ça avait été une remarque de Mathieu Stéphanie, donc mon associé, ou des premiers ateliers, on se disait, en fait, aujourd'hui, on partage à l'époque, partager un truc de l'humanité, c'était vraiment un peu ringard, très marqué. Aujourd'hui, on partage des articles de l'humanité. Je veux dire, ça fait partie c'est redevenu quelque chose tu vois, c'est pas si marqué que ça. Et c'est assez cool parce qu'il y a des belles choses. Tu le sens, ce switch qu'il y a eu? Ah oui, complètement. Ouais, vraiment, on le sent dans l'audience qui nous suit sur les réseaux sociaux, qui a énormément augmenté, et sur des réseaux comme TikTok. On n'était pas sur TikTok il y a 2 ans et on a 100 000 abonnés aujourd'hui. Sur Insta, on était très faible il y a 2 ans et aujourd'hui, on a, je sais plus, 170, 180 000 abonnés. Donc, les gens sont contents de repartager, etc. Et il y a effectivement une communauté. Alors pour le coup, effectivement, il y a tous les débats sur X, mais il se trouve que sur Insta, on a vraiment une communauté qui est très proche de nous, quoi, dont on sent qu'elle est très proche aussi de ce qu'on incarne un petit peu de manière différente. Et le combat féministe, par exemple, on a fait beaucoup de choses là-dessus parce que c'était quelque chose qu'on traitait depuis longtemps, mais qu'en fait, on ne savait pas mettre en valeur. Et d'ailleurs, sur le site, aujourd'hui, on a fait une entrée dans le header. D'ailleurs, c'était Alix qui avait insisté pour qu'on le fasse. Elle a raison. Au même niveau que la rubrique sociale ou politique, qui sont vraiment le cœur éditorial du journal. Et on a effectivement cette entrée sur le féminisme. On est aussi sur des sujets qui parlent à cette audience-là. Et sur des supports qui aussi, c'était ça quand même l'idée aussi d'aller sur Twitch, c'était de parler à cette communauté jeune, politisée, engagée, qui a des valeurs proches de l'humain. Et d'ailleurs, justement par rapport à tous les débats sur je digresse peut-être un peu, mais sur les réseaux sociaux, je suis vraiment je connaissais pas très bien Twitch avant qu'on se lance dessus. Et je suis très étonné par la qualité des échanges dans le chat, en parallèle effectivement des streams ou des émissions qu'on fait, avec des remarques pertinentes, avec plutôt bienveillantes, l'envie de discuter, de débattre. Et c'est vraiment là-dessus un réseau social à part, et je trouve que c'est très agréable. Et alors en plus c'est doublement agréable parce que c'est du direct, et donc ça permet un échange avec son audience spontané. Et donc c'est vraiment effectivement un canal qu'on a envie de continuer à développer. Voilà. Vous le monétisez pas directement, là c'est de la notoriété, les gens viennent sur le site, c'est quoi un peu la stratégie Alors on le monétise un tout petit peu sur Twitch, et surtout par en fait, un peu de pub, par les subs, par l'abonnement à la chaîne. Et puis en revanche, en fait, grâce à Twitch, de par la nature de ce qu'on produit sur Twitch, on a produit du long. Ce qu'on faisait moins, on était parti un petit peu, effectivement, ce qu'on se disait tout à l'heure, sur du format vertical, court et tout. Et pour le coup, à monétiser, c'est plus compliqué. En revanche, avec Twitch, on a fait des formats longs. L'émission, ça ira, dure 3 heures. Et donc voilà, un stream. Vive le format long. Vive le format long. On fait des streams 3 fois par semaine d'1 heure minimum. Donc tout ça nous fait de la production longue qu'on met sur YouTube après. Et là, par contre, effectivement, sur YouTube, avec un watch time qui s'allonge, et puis quand on arrive à susciter l'intérêt effectivement sur un sujet, un engagement, là, on arrive à monétiser beaucoup mieux que ce qu'on ne faisait auparavant. D'accord. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est pas uniquement de la noto. Il peut y avoir un modèle derrière, effectivement. Tout à fait. Puis on va continuer de travailler effectivement toute cette monétisation autour de la vidéo parce que c'est important. Et un d'entre eux, d'ailleurs, je sais pas en parler, mais c'est le don. C'était ma question. C'est la super transition, un peu cette stratégie du micro-don. En regard un peu avec la souscription dont on parlait tout à l'heure, où les gens étaient prompts à payer pour soutenir l'humanité. C'est une version un peu moderne et numérique. C'est une stratégie forte chez vous? Oui, c'est effectivement une stratégie importante en lien avec la vidéo, parce que on se dit que voilà, on arrive à créer une communauté, à des gens qui nous suivent, qui se retrouvent dans nos valeurs à travers nos vidéos sur les réseaux sociaux. Ok, très bien. On leur dit venez sur le site de l'Humanité. Ok, ils ont vu des vidéos et là ils se retrouvent avec un site qui est essentiellement un site d'articles, un site classique de presse, et prendre un abonnement à ça, on sait que la marche est haute. La marche est haute. En revanche, on se dit, et pour l'instant effectivement notre intuition semble un petit peu être étayée, c'est que le don
c'est quelque chose qui correspond un petit peu plus à l'usage de ce public qu'on est en train de viser. Et du coup, c'est en fait un moyen pour, quelque part avec le don, c'était vrai pour le don, on va dire ancienne version, la souscription, comme on l'appelait longtemps et à l'époque de Jaurès, mais pour le don aujourd'hui, finalement, c'est une manière de créer un lien encore plus fort avec cette audience-là, parce qu'en fait, c'est pas que tu attends un service, c'est vraiment que tu veux soutenir, quoi. Tu deviens acteur, effectivement, d'une démarche, d'un projet, et c'est vrai que c'est important pour nous de travailler, effectivement, ce lien de donateur à acteur, partie prenante du projet éditorial du journal, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça nous permet plein de choses. En fait, je te cache pas qu'on s'est pas mal inspiré de ce que fait le Guardian là-dessus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des blogs dons contextualisés en pied d'article. Alors, il y a des landing pages aussi, tout ça, mais ça passe beaucoup par les blogs dons en pied d'article. Et c'est vrai que ça nous permet déjà de montrer ce qu'on a de singulier dans le traitement de certains sujets. Typiquement, j'ai en tête le blog don qu'on affiche en bas des sujets sociaux. C'est du côté de celles et ceux qui luttent, et on explique en quelques lignes pourquoi avant de mettre le formulaire de paiement. Et c'est vrai que voilà, l'humanité, effectivement, c'est son histoire, a toujours été du côté de celles et ceux qui luttent pour l'égalité des droits, pour les droits dans le cas du travail, pour les salaires, enfin voilà. Donc du coup, c'est une façon, effectivement, à la fois de rattacher aux valeurs un petit peu ancestrales de l'UMA et de raccrocher, effectivement, avec ce public qui a des attentes qui peuvent se retrouver là-dedans. C'est aussi une façon, j'ouvre une petite parenthèse encore, j'en ouvre peut-être beaucoup. Non, c'est bien. Je te disais, c'est le format long, on a le temps. Bon, d'accord. C'est aussi l'occasion de dire, et d'ailleurs c'est la preuve qu'on a changé quelque chose de bien dans notre journalisme, que notre journalisme, il dérange. Et par exemple, ces dernières années, on a été l'objet de plusieurs, ce qu'on appelle procédures Bayon. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on fait un article sur une entreprise ou sur une personne qui nous attaque pour diffamation, tout en sachant que vraisemblablement ce qu'on a dit est juste. Mais probablement vous allez gagner, mais en attendant. Mais en attendant, c'est quand même de l'intimidation, c'est quand même des frais de justice, et il y a malgré tout toujours un aléa de justice, donc on ne sait jamais comment ça va se passer. Et donc voilà, c'est de l'intimidation, mais on se réjouit effectivement d'être attaqué de ce côté-là, parce que effectivement, ça montre à notre public qu'on commence à mettre le doigt sur des choses qui font mal, et puis en plus pour l'instant on les gagne toutes. Donc voilà, notamment la dernière en date, je crois que c'était contre le Royaume du Maroc, qui nous avait attaqué pour diffamation dans le cadre de l'affaire Pegasus, et on a eu une première victoire, donc voilà. D'accord, et donc ça, effectivement, vous le mettez en avant, vous êtes du côté de ceux qui dérangent, et donc vous avez toute une population prompte à vous aider, à vous soutenir dans ces combats-là. Un peu comme Mediapart aussi, c'était souvent leur argument, le nombre de procès qu'ils avaient, le fait qu'ils les avaient tous gagnés, etc. Et en chiffres, concrètement, c'est significatif dans votre chiffre d'affaires, les microdons ? Alors, déjà, microdons, un petit, parce que, alors effectivement, je ne sais pas si on peut parler de microdons, parce que j'ai regardé ce matin, je me suis dit, je suis sûr qu'il va me parler de ça, et donc j'ai regardé rapidement, et le montant moyen des dons, sur les dons ponctuels, c'est 130 €. Ah oui, c'est plus que du microdon. Ouais. Et de manière. Plus cher qu'un abonnement annuel. Oui. Et de manière étonnante, c'est quasiment la même chose sur les dons récurrents. C'est-à-dire que c'est 120 € en moyenne. Une personne qui fait un don récurrent mensuel donne 120 €. Donc 120 € par mois. Et ça, c'est la moyenne. Oui, c'est la moyenne. Donc quand je vous dis qu'on a un public formidable, voilà. Tu le dis, tu le penses et tu le réaffirmes. Et en l'occurrence, c'est le don. L'ensemble du don. Alors, il y a toute une partie qui reste très traditionnelle, du don auprès d'un public traditionnel, qui continue de découper dans le journal et d'envoyer le chèque. Donc voilà. Donc il n'y a pas que cette partie digitalisée du don, mais on est à 2,2 millions, je crois, cette année de revenus sur le don. Donc c'est loin, très loin d'être négligeable. Ouais, clairement. Et je reviens un petit peu en arrière. Tu disais c'est un bloc un peu comme le Guardian. Est-ce que vous le travaillez tous les jours, le wording? Est-ce que des petits changements du UX, de couleurs, etc. Non, malheureusement, on fait pas d'A/B testing, on fait pas. Par manque de ressources. Ouais. Par manque de ressources. Donc, de temps en temps, quand j'ai le temps, j'affine sur une thématique et je re-input un petit bloc supplémentaire pour effectivement. Mais c'est non, pas effectivement. Ouais. Donc, on va le retravailler parce que c'est aussi comme tous les blocs qui ont avec des call to action et tout ça. Quand ils bougent pas, en fait, les gens ne les voient plus. Donc, on va retravailler un peu l'UX, lui, tout ça. Mais oui, pas de manière quotidienne, ça c'est sûr. Et on pourrait envisager que l'humanité
l'humanité.fr devienne gratuite uniquement sur du don? Non. Non, ça serait très compliqué. Alors ça, vraiment, pour moi, c'est une source complémentaire de l'abonnement. Et encore une fois, qui résonne bien avec les usages d'une nouvelle génération. Mais là, on peut absolument pas se passer de l'abonnement, quoi. De l'abonnement, quoi. Et d'ailleurs, au contraire, en fait, justement par rapport au positionnement stratégique qu'on avait, où on s'était dit au début, d'ailleurs, parce qu'on avait beaucoup réfléchi ensemble quand on a défini la stratégie, est-ce qu'on va sur un modèle freemium, premium, et où justement de membership ou reposant sur le don. D'ailleurs, on nous avait bien aidé à modéliser sur plusieurs années, ce que les incidences de chaque option. On était parti sur du freemium, et en l'occurrence, on était parti sur à peu près 40% de contenu payant. De la production qui était présentée en contenu payant à l'audience. Aujourd'hui, on est aux 2/3, je pense. Donc voilà, donc non, on est encore plus effectivement dans le... Derrière un paywall, que du gratuit. Ouais. Toi, ton avis, c'est au-delà du côté économique. C'est ce qui marche le mieux d'un point de vue économique. Mais forcément, tu te prives d'une audience... Alors oui et non, parce que en fait, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé en 2 ans et demi, c'est Discover, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 50% de l'audience. Et en l'occurrence, Discover... merci Google, je veux dire, je sais pas si, mais bon, ne pénalise pas les contenus derrière paywall, ce qui n'était pas forcément le cas après des autres sources, des autres canaux de Google. Donc du coup, on a des articles payants qui fonctionnent très très bien et qui génèrent des abonnements parce qu'ils ont cartonné sur Discover. Donc, Et on peut pas acheter un article par un don, de manière ponctuelle. Non, ça c'est éternel débat dans toute la communauté, les confrères, effectivement, de l'achat à l'acte. Pour le coup, on ne propose pas ça. D'accord. Sur l'avenir de la presse indépendante, puisque vous êtes presse indépendante, je ne sais pas si à quel point on peut dire que vous êtes indépendant, d'ailleurs, à partir du moment où il y a vous vous considérez comme une presse indépendante, malgré les financements publics, etc. On se considère même comme un des principaux journaux indépendants. Est-ce que tu penses que le modèle économique, justement, c'est quoi le bon modèle économique pour un média indépendant ? Je pense que déjà, ça dépend vraiment de son identité. Je pense que un média comme, je sais pas, Street Press, effectivement, il est fondé sur son modèle est basé sur le don parce que c'est ce qu'ils savent faire, en fait. C'est le modèle d'affaires qu'ils savent gérer. Je pense qu'en fait, il est propre à chaque média. C'est difficile de dégager une martingale, une recette magique. En revanche, il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que pour ces médias indépendants, l'avenir, c'est de s'allier. Ça, j'en suis absolument sûr, de trouver des coûts à mutualiser, des bonnes pratiques à échanger, d'organiser des événements en commun pour justement sensibiliser à la question de l'indépendance des médias dans un univers où 90%, enfin tout le monde a en tête la carte de monde Diplo. Et donc voilà, et il se trouve que pour nous c'est très important, l'UMA. On participe d'ailleurs de cet effort d'union, de communauté de destin, on va dire, de la presse indépendante. Et cette année, pour la première fois, on a organisé au sein de la fête de l'UMA un village des médias indépendants qui a très très bien marché. Il y avait énormément de monde dedans. Et puis il y avait tous les médias en fait qui sont des médias amis, quoi. En fait, on a Mediapart, Blast, Street Press, Politis, Reporter, Arrêt sur Image, Médiacité, Le Vert, Les Jours. Je sais pas si Médiacité était au village des médias indépendants, mais ils sont les bienvenus. Et donc voilà. Et je pense que l'humanité a déjà par son expérience effectivement de l'événementiel a un rôle de plus en plus important à jouer dans la fédération de cette belle et ultra nécessaire énergie effectivement qui se développe autour des médias indépendants. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, à titre personnel, moi je suis sociétaire de COP Média, voilà, qui est justement le collectif qui fédère des médias indépendants. Voilà, n'hésitez pas non plus. Exactement. Voilà, il y a pas mal d'initiatives en ce moment. Oui, il y en a beaucoup. Autour des médias indépendants, mais en même temps, c'est important de le dire, tu l'as dit, de s'allier pour avoir plus d'impact. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, la refonte alors a porté ses fruits, c'est une étape. Oui, c'est une étape. C'est quoi les prochaines priorités ? Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être là, trop. Tu vois dans ta tête défiler ta roadmap. Ouais, c'est ça. Là, comment prioriser ? Bon, déjà, en tout cas, il y a le premier gros enjeu, c'est d'affiner notre stratégie d'acquisition et de rétention. Là-dessus, on a encore beaucoup de boulot à faire. On a du travail à faire pour réconcilier des bases de données qui aujourd'hui sont distinctes. Par exemple, d'ailleurs, entre la fête et le journal. Ouais. Pour avoir une vision beaucoup plus précise du public qu'on touche avec la marque Humanité au sens large, travailler des segmentations plus fines, des activations plus efficaces.
et aller beaucoup plus loin dans le market automation que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a des projets en la matière. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le lieu ou pas, mais je cherche un ou une responsable CRM acquisition. Tu peux passer ton... Voilà. Écoute, après tout ce que tu as dit, j'imagine et j'espère que ça donnera envie. J'espère aussi. Et tu pourras te dire après comment te contacter peut-être pour ce poste-là. Est-ce que tu as un peu plus de ressources maintenant que tu as des beaux chiffres et que le numérique pèse un peu plus? Est-ce que c'est un peu plus simple de recruter des ressources? Alors, c'est un peu plus simple de recruter, ça dépend sur quel poste, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'on est, encore une fois, on est dans une économie hyper contrainte. Donc, sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, on a embauché, et d'ailleurs une super équipe. Je tiens vraiment à les saluer parce qu'ils sont vraiment un des piliers de cette transformation dans tout le rajeunissement d'image dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, voilà. Mais c'est vrai que typiquement sur le marketing, ça reste toujours un petit peu compliqué de recruter. Et puis en plus, c'est vrai que là-dessus, on est un peu... il va falloir quitter le mode startup pour passer sur quelque chose de plus... Mais je me dis toujours que j'ai tellement en moi inculqué cette notion d'économie que je me dis que tant que ça tient, avec Fabrice en directeur de la technique, une DA numérique... Hervé et moi sur le marketing, et puis voilà, pour chapeauter tout ça, on continue quoi. Et c'est chaque embauche effectivement est vraiment mûrement réfléchie, et voilà, on peut pas se tromper quoi. Non, tu l'as dit, vous êtes encore en plan de continuation jusqu'en 2032. Donc effectivement, il faut faire attention, il faut que chaque poste rapporte quelque part et que tu sois capable de modéliser limite ce que ça va rapporter quoi. Ouais, tout à fait. Mais alors après, donc en face, pour revenir à ta question sur les prochaines étapes, toute la question de la monétisation, effectivement, et notamment maximiser l'ARPU, c'est vraiment quelque chose qu'on veut absolument travailler avec des parcours d'upsell, de cross-sell, voilà. Et puis il y a des choses qu'on est en train de travailler ensemble sur la rétention, c'est améliorer continuellement, on va dire, l'UX et l'UI du site, proposer de nouvelles fonctionnalités aux personnes loguées et ou abonnées. Là, on est en train de travailler, par exemple, sur la vocalisation des articles. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, on va utiliser notamment une voix, on va digitaliser une voix, on va cloner une voix. Je sais pas, c'est pas très beau, mais bon, enfin bref. Digitaliser une voix, ça va de la rédac. Ouais, de la rédac. Et ce qui est marrant, donc c'est Catherine, c'est une journaliste, et ce qui est marrant, c'est que c'est la voix de la fête. En fait, c'est un peu comme il y a la voix de la SNCF et puis la voix de la fête. C'est important les voix, tu sais. Ouais. Et donc c'est en fait pendant 3 jours, ceux qui sont allés à la fête ont forcément entendu très régulièrement Catherine faire les annonces de ce qui allait venir prochainement sur la fête. Et donc qui fera partie de ces voix effectivement, qui liront les articles, et je pense que c'est un petit clin d'œil à notre public effectivement le plus fidèle. Donc voilà, mais de plein de fonctionnalités comme ça qui permettront effectivement de rendre encore un meilleur service à nos lecteurs. On leur doit bien ça. Et en termes de technologie, des grands chantiers à venir? Alors bon, comme toujours, le moment IA, t'en parlais déjà dans ton dernier podcast, et bien là, il y a forcément le moment IA. Donc oui, on est en train de réfléchir à quelques cas d'usage dans différents domaines pour assister les journalistes dans leur travail, pour aider à prévenir le churn. Là, pour le coup, on a des idées avec une agence qu'on a contactée pour faire des choses en la matière. Et puis, pour aussi classiquement, mais j'y crois en fait assez, pour concevoir des services aux lecteurs qui correspondent aux usages qui se développent. Et notamment celui d'interroger le contenu sous la forme d'une conversation. Je pense qu'effectivement, l'usage de ces agents conversationnels va se développer, et que ça sera une modalité en fait d'accès au contenu qui aujourd'hui comporte des risques, on le sait, et tout l'enjeu effectivement est de maîtriser les risques dans les résultats qui sont apportés, quand bien même on se base sur une base d'articles maîtrisée, voilà. Mais on voit qu'il y a des problèmes encore d'erreurs, et qu'il faut malheureusement faire appel à l'IA générative, c'est accepter une marge d'erreur. Et là, l'enjeu et ce qu'on souhaite dans les prochains mois ou peut-être années, c'est limiter au maximum cette erreur pour proposer effectivement un service cohérent, mais encore une fois en phase avec les usages qui sont en train de se développer. La rédac est plutôt partante là-dessus, vous en discutez? On en discute, c'est work in progress. Là, je me reprends le vent. Là, tu vois, c'est l'heure du contre-vent. Là, il y a la nouvelle bourrasque, mais on va avancer. Ouais. C'est normal, c'est normal. C'est complètement normal. Et vous n'utiliserez pas l'IA Alice a priori?
Je je pense pas. Alors là, bon, effectivement, il y a eu un petit loupé. Là, il y a eu un petit loupé. Et c'est dommage parce qu'on aimerait bien évidemment avoir des techno françaises. Techno françaises, open source, effectivement, on est complètement pour. Donc ça fait pas de doute. Écoute, on arrive au bout de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas évoqué que tu aurais aimé évoquer? Écoute, je pense qu'on a fait quand même. On a fait un peu le, on a fait un peu le tour. Un bon tour. Ouais. Peut-être si on se projette dans 10 ans, où est-ce que tu vois l'humanité.fr dans 10 ans? Alors, ce sera encore pour reprendre. Qui sait? Qui sait, exactement. Qui sait? En tout cas, ce qui est sûr, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, l'humanité sera le fer de lance des médias indépendants. Voilà, je le dis. Voilà. Ça sera forcément ce que ça a été, ce que ça restera, un lieu de débat et d'idées pour les gens qui se retrouvent dans les idées progressistes. Ouais. Voilà. Et pour reprendre aussi quelque chose qu'on a longuement développé, ça sera essentiellement un média vidéo. Ça pourrait être un média que vidéo demain. Alors, je te vois sourire. Fabien a déjà annoncé qu'on allait lancer une chaîne à Horizon. Enfin voilà, donc bon, mais ça fait partie des grandes TNT. mais c'est bien de fixer des caps un peu ambitieux, tu Exactement. vois. C'est des moonshots, quoi. Et c'est vrai que là, typiquement avec ce qu'on fait, et notamment avec Twitch aussi, on travaille l'expérience aussi. Clairement, c'est pas, on travaille l'expérience sur le média vidéo. Donc oui, c'est sûr que ça occupera une place très 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 importante dans la production de l'humanité dans 10 ans. Bon, écoute, à suivre, ça va être des belles évolutions. Où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de l'humanité? Alors évidemment sur le site. Oui, c'est ça. Sur le site, sur les réseaux sociaux, dans l'app aussi, et sur LinkedIn. Voilà. Et en l'occurrence, on peut me suivre aussi sur LinkedIn. J'essaye de temps en temps. Alors déjà me contacter sur LinkedIn avec plaisir. Et puis j'essaye de temps en temps aussi de faire un peu état des projets, des résultats. Donc voilà. Mais voilà. Donc toi sur LinkedIn, l'humanité sur le site. Dernier mot, si un média, un quotidien ou un média indépendant venait te voir pour une refonte, est-ce que tu lui dirais c'est quoi les erreurs à éviter? Alors il y a eu plein de choses dans ce qu'on a dit là, mais est-ce que tu saurais faire un petit état des erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, c'est peut-être de séquencer peut-être un peu plus que ce qu'on a fait. On y allait un peu. Ça a été commando. un peu commando, mais encore une fois, on était très contraints par le temps et par la nécessité d'avoir rapidement des résultats. Mais voilà, quand même, faire attention à cette question de timing. Ne rien s'interdire. Alors ça, par contre, ça c'est sûr, parce que effectivement, on a des projets d'inno aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on a toujours un côté un petit peu, comment dire, où on cherche. Où on se cherche, en fait, on se donne quand même un tout petit peu de bande passante pour chercher des choses, quand bien même les projets aboutissent pas pour faire des POC et tout ça. Il y a un projet, Mirala par exemple, qu'on n'a pas évoqué, mais qui était important, qui nous a permis de comprendre des choses. Donc voilà, donc de rien s'interdire, mais d'être extrêmement vigilant sur les coûts. Alors ça semble une évidence, mais je vois tellement effectivement de médias qui se lancent en investissant un peu énormément, et c'est vrai que c'est... je sais pas, ça semble trivial, mais non, c'est hyper important. Le ROI, c'est de l'économie, puis être raisonnable sur les ambitions, les hypothèses de revenus, etc. Parce qu'on le sait, c'est quand même dur. Ouais, tout à fait. L'acquisition d'abonnés dans ce contexte un peu économique tendu, c'est pas simple, quoi. Et c'est vrai que s'inscrire dans une dynamique héroïste, alors à l'humanité, vous imaginez que c'est presque un gros mot. Et pourtant, c'est ce qu'on fait au final. Et donc voilà, donc ça doit être possible aussi, et c'est important pour un média qui se lance. Et puis surtout d'échanger avec ses pairs. Pourquoi? Alors ça, c'est pas une erreur qu'on a faite, mais c'est un conseil que je donne, parce que c'est un secteur effectivement très dur, quand même, qui reste très compliqué. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est dur depuis tellement longtemps, en fait, que finalement la position, les relations entre les éditeurs a changé, je trouve. Et en fait, les éditeurs, on dirait, ont compris qu'il valait mieux parier sur l'intelligence collective que de se faire la guerre. Et ça se produit par une multiplication des lieux où on partage ouvertement son expérience, comme on le fait là dans ton podcast, et comme tu le fais très régulièrement dans ton podcast. Ou des groupes comme The Audiencers sur WhatsApp. Comme le groupe The Audiencers sur WhatsApp, comme les commissions de l'Alliance de la Presse ou au Geste. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un change dans la mentalité des professionnels des médias qui a fortement évolué dans un sens que je trouve très appréciable. Voilà. C'est bien de le dire, de saluer toutes ces initiatives, et puis de dire, voilà, il faut échanger un maximum. Ça fait gagner du temps, ça permet d'éviter des écueils, des erreurs, etc. Et puis de trouver des opportunités. Tout à fait. Bon, écoutez, la dernière question, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Alors,
Alors c'est un truc cool, mais c'est aussi un truc coup de pouce. Et c'est sur quelque chose qui me tient à cœur. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que j'avais relancé un magazine de presse jeunesse, donc FIFA Gadgets. Et donc du coup, effectivement, la façon dont on s'adresse aux plus jeunes me tient beaucoup à cœur. Et j'ai vu que sortait cette semaine une version de Phosphore, donc plus sur papier, uniquement en fait, on envoie par SMS. D'accord. L'abonnement se fait comme ça et donne accès chaque semaine à un journal, en fait, par SMS. Et en fait, je trouve ça assez courageux. Alors malheureusement, c'est le reflet effectivement que de la réalité économique, de la réalité, non pas économique, mais culturelle, que seulement 3% des ados lisent un magazine aujourd'hui, alors qu'il y en a les 2 tiers qui s'informent sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc voilà. Mais je trouve que la façon dont ils l'ont approché, le motif, c'est-à-dire oui, ils sont là, donc on va s'adresser à eux, et dans effectivement face aux enjeux informationnels qui touchent, je crois que c'est 14-19 ans, Phosphore, c'est très très important d'être présent et de faire en sorte qu'on est vraiment dans le comment dire, dans la modalité qui fait que notre contenu sera accessible. Et puis en plus, ils ont fait ça en partenariat avec Urbania, qui est un média jeune que j'aime bien. Que j'ai eu sur Mediarama, effectivement, qui est un super donc média. qui les aide d'ailleurs, dont on a des formats d'ailleurs qui sont assez proches. Climax, par exemple, a travaillé aussi avec Urbania. Et Le Monde, après, sur la façon dont ils ont construit tout ça. Enfin, en tout cas, ça se lance, et je leur souhaite plein de réussite et bonne chance. Donc, si vous avez un adolescent, n'hésitez pas à l'abonner à Phosphore en version 100% numérique. Voilà, tout à fait. Qui vient de se lancer la fin janvier. Et à l'Humanité aussi, si vous voulez, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais je crois que tout l'épisode a montré que vous étiez redevenu un média cool. En tout cas, les chiffres sont là. Merci Frédéric pour ton temps. Merci beaucoup, François. Bravo quand même, parce que comme tu l'as dit, il y a eu des vents contraires, ça a tangué, etc. Mais c'est un beau projet. On a bien été accompagné aussi. Merci. Un super projet. Je souhaite le meilleur pour la suite, pour l'humanité, en espérant qu'on continue de travailler ensemble là-dessus. Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à contacter Frédéric si vous avez des idées, si vous avez envie de travailler avec lui. Et puis allez lire l'humanité.fr, humanité.fr en l'occurrence, pour tout à fait, l'URL. ouais. Exactement. Merci Frédéric, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.